Merci d'être venu dans cette dernière session. J'espère que vous êtes assez rassasiés, etc. Comme ça, je vais pouvoir raconter n'importe quoi, avoir des questions auxquelles je puisse répondre. Donc, on va parler dans cette session de notre retour d'expérience, un petit peu sur comment on a adapté notre application web app principale sur le cloud. Donc, petit disclaimer, les bisounours, c'est juste sur cette slide pour que le talk soit accepté. C'était juste le but. Et le coupable pour ce titre, il est dans la salle, il se reconnaîtra. Voilà. Donc je me présente, je suis Alexis Tual, je travaille donc chez JFrog en tant que team leader d'une équipe R&D. Voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et Twitter, et vous pouvez nous voir sur le stand aussi, bien sûr. On vous donnera des t-shirts, des glaces, des grenouilles, de tout. Le plan, c'est très simple. Je vous présente JFrog en 2 mots. On va voir l'intérêt de ces plateformes qui sont apparues, enfin en tout cas qui ont le vent en poupe en ce moment. On va voir ensemble quelle était notre architecture avant l'adaptation que l'on a faite. Tout ce retour d'expérience, les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Et ouvrir un peu vers évidemment les microservices. Et une petite démo, sachant que le réseau étant un peu aléatoire, on va voir ce qu'on peut faire, puisque évidemment le cloud sans réseau c'est un peu compliqué. Alors JFrog en 2 mots, plutôt en quelques images. Donc on est 240 dans le monde, un peu partout, et en France on est une petite dizaine là. C'est l'équipe qu'on voit au centre. On est à Compense à Toulouse, donc voilà, si vous êtes intéressé, on recrute, vous pouvez passer nous voir. Alors pourquoi on parle en ce moment, et pourquoi beaucoup de... En tout cas nous, en tant qu'éditeur de logiciels, oui, en fait, j'ai pas dit ce qu'on faisait, parce que je pensais que tout le monde le savait. Donc on fait des logiciels qui sont orientés autour de la gestion de binaires. Le principal étant Artifactory, c'est un peu de lui qu'on parle dans la présentation. Et nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est une adoption ça commence là dans l'année et les précédents mois. On voit une adoption de Kubernetes, Mesos, ces plateformes d'orchestration de conteneurs. Alors pourquoi? Parce qu'elles ont tout simplement le besoin de déployer souvent et à tous les niveaux, pour les devs, pour la QA, pour la prod. Ça dû à tous les mouvements continuous delivery, microservices, etc. On multiplie le besoin de déployer, et souvent. Et l'étape d'après, qui est aussi quelque chose qui est promu par le continuous delivery, c'est le self-service deployment. C'est-à-dire n'importe qui dans la boîte peut déployer ses applications qui deviennent de plus en plus compliquées aussi à déployer, avec beaucoup de services entremêlés. Maintenant, c'est de pouvoir, la mode, en tout cas le futur, je pense, c'est de pouvoir déployer de manière autonome. Et ces plateformes-là servent ce besoin. Donc vous vous souvenez il n'a pas disparu évidemment, mais quand est apparu Docker, ça a été une révolution assez importante au niveau des développeurs, mais ça a mis un certain temps avant que cela soit adopté au niveau de la prod. Pourquoi? Parce qu'en prod, on a des besoins de scaling, de monitoring, etc., qui n'étaient pas encore couverts. Donc maintenant, ces besoins sont couverts de fait par ces plateformes-là, Kubernetes, Mesos et d'autres. Et donc, on peut qualifier de cloud native, donc une application qui s'adapte à ces plateformes-là, qui est facilement déployable sur ces plateformes-là. Et adapter une plateforme, alors on ne voit pas grand-chose, et la rendre cloud native, c'est pas si facile. J'aime beaucoup ce petit picto, cette petite image.
Alors je vais vous la décrire vite fait puisqu'on ne la voit pas très très bien. En bas, c'est le cas quand on part de rien. Le cas où on construit son application de zéro. Et on voit le petit bonhomme qui fait Raise the Scaffold, Heroku Deploy. Bon, on pourrait faire aussi le Clever Cloud Deploy, ce genre d'outils magiques. Et vole petit oiseau. On dirait l'oiseau de Twitter. Et puis après, il y a la réalité des logiciels legacy, ou en tout cas avec un historique, où là, on voit que c'est plus la même promenade de santé. On voit les seniors développeurs en bas qui essayent de retenir le dragon pour pas qu'il s'en aille vers le nuage. On voit les cloud architectes qui essaient de tirer comme des magiciens le dragon, le legacy software. On voit les sysadmins qui essaient tant bien que mal de rester dessus. Et les petits détails rigolos, c'est le DBA qui s'accroche. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les project managers qui sont complètement des victimes collatérales qui sont au sol. Donc ça, c'est un peu la réalité des choses sur les applications legacy. Donc notre application en question, dont on va parler là, enfin, je ne vais pas parler de l'application elle-même, si vous êtes intéressé par les détails, c'est en parlant dehors. Je vais plutôt parler évidemment des aspects techniques. C'est une application Java Web monolithique, donc un seul package classique. Des contraintes pour la mettre en perspective, ce sont des milliers d'installations sur notre SaaS ou on-premise. Donc ça, je l'ai mis en gras parce qu'on va voir que c'est une contrainte qui nous suit à tous les niveaux. Et c'est surtout des charges importantes, des milliers de requêtes par seconde, des terabytes de data transfert pour certaines installations. Il y a quelques logos là, voilà, c'est ce genre de clients qui l'ont adopté assez massivement. Et le dernier étant Atlassian qui a des chiffres un peu hallucinants. Donc pour ces montées en charge, on avait avec Artifactory version 4 une architecture très classique, un load balancer de type hardware ou software, mais c'est souvent software, Apache, Nginx, des Artifactory derrière, donc des applications Java. Et ces applications Java partagent la même base de données et le même storage. Et détail important, ces nodes communiquent entre elles via Hazelcast. Donc c'est une librairie Java qui permet de distribuer des objets, faire ce genre de choses. Donc premier constat, c'est que c'est une configuration très classique mais très statique. Donc au niveau du load balancer, c'est de la configuration statique. Pour ceux qui connaissent, en Nginx, on a une conf où on définit les nodes qu'il y a derrière, etc. C'est assez manuel. La configuration du cluster, en l'occurrence pour nous, c'est pas grand-chose. C'est un simple fichier qui nous permet de détecter, enfin de s'assurer que les nodes qui ont accès, que seuls les nodes qui ont accès puissent rejoindre le cluster. Et le plus important, c'est la configuration de chaque node. Donc ça, c'est aussi très statique. C'est l'URL, l'IP, le port où elle est contactable, les confs additionnels. Donc tout ceci ce sont des fichiers de conf. Voilà. Et on voit, on va voir que ces fichiers de conf, c'est ce qui pose le plus problème pour les adaptations au cloud. Donc la première approche qu'on a eue, cloud naïve, on va dire, c'est la containerisation de l'appli. Ça, c'est censé être facile, n'est-ce pas? Donc on va le voir ensemble, ce qu'on a rencontré comme problème. Pour rendre un peu plus de dynamisme au niveau du load balancer, on a créé on a utilisé Nginx et on est capable de loader la configuration d'Nginx, la modifier à la volée. Voilà, ça, c'était à l'époque. On va parler des solutions possibles aussi à ce niveau-là. Et NFS, la solution basique pour partager les confs communes. Alors c'était la naïveté de l'époque, mais il faut bien commencer. Donc, containerisation, quelques problèmes classiques.
Ça maintenant c'est assez connu, mais bon, pour ceux qui ne sont pas encore familiers, c'est toujours très utile de le savoir parce qu'on ne le sait pas dès le départ. On pense que c'est de fait. Pour ceux qui font du Java, les JVM ne connaissent pas, ne sont pas au courant des contraintes mémoire allouées au container dans lequel elles tournent. Elles sont juste au courant de la mémoire qui tourne au niveau du host. Donc ça a des effets de bord assez sympathiques, des out of memory, mais pas les out of memory Java, les out of memory du système, qui vont killer le container quand la JVM prend plus de mémoire que ce qu'elle est autorisée. Donc il y a des solutions maintenant. La solution, bien sûr, c'est le fameux XAMX. Aussi, faut-il le calculer en fonction des contraintes. Donc ça, c'est Cloud Foundry, je crois qu'il y a un petit calculateur pour ça. Mais la meilleure solution, c'est dans les dernières versions de Java, pour ceux qui ont la chance de pouvoir upgrader sur les dernières versions, vous pouvez utiliser des paramètres qui sont censés expérimentaux, qui vont faire ce travail-là, de rendre la JVM au courant, enfin de lui, qu'elle soit capable de prendre en compte les contraintes allouées au conteneur. Donc très perturbant parce que le symptôme c'est le process qui est killé sans rien dans les logs. On voit juste ça dans les logs du système. Voilà. Autre souci dans la containerisation, pour nous en tout cas, c'est Hazelcast. Donc c'est le type de librairie Hazelcast qui fait des appels TCP, donc des connexions TCP, donc assez bas niveau. Elle a besoin de détails du type la carte réseau à utiliser, l'IP, non, on ne peut pas lui donner de nom, enfin ce genre de contraintes assez bas niveau. Ce qui fait que ça ne marche pas très bien avec pour ceux qui connaissent Docker, avec les réseaux, le réseau par défaut, le network bridge de Docker. Parce que ce qui se passe, c'est que vous voyez une IP à l'intérieur du container quand il tourne, et c'est celui uniquement valide à l'intérieur du container et du réseau Docker associé. Ce qui fait qu'on a dû, au départ en tout cas, utiliser un port sur le host. Et ça veut dire, du coup, tout reconfigurer dans les serveurs XML de Tomcat, par exemple, les confs Hazelcast, etc. Maintenant, on n'a plus à faire ça normalement. Si on utilise les plateformes qui vont bien, nous fournissent ce service, qui est un service très important, qui est un réseau qu'on appelle overlay. Donc il se charge, lui, de faire en sorte que les containers aient une IP qui soit valide et accessible par n'importe quel container qui soit sur le même host ou sur un autre host. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui est beaucoup plus facile à utiliser, à mettre en œuvre. Je vous invite à lire le modèle réseau de Kubernetes, qui est très simple et très élégant, je trouve, qui vous garantit ce genre de choses, de pouvoir contacter des containers sans savoir, avoir une IP qui soit valide sur le cluster. Alors, le problème principal qui vient une fois qu'on est arrivé à containeriser, on se pose la question de la persistance des données. Alors, dans notre cas, ce sont les fichiers de conf. Essentiellement, les métadonnées, enfin, on utilise une base de données pour ça, donc bon, ça, la base de données, c'est un peu refiler la patate chaude, en fait. Ça, c'est extrêmement pratique, puisque en général, enfin, nous, en tout cas, ce qu'on voit chez les clients, c'est que la base de données n'est pas encore vraiment containerisée. On laisse ça sur des machines bare metal, des vraies machines, ou des VM, mais en tout cas, on ne les containerise pas parce qu'il y a des contraintes propres aux bases de données qui font que c'est pas si facile. Du coup, quelles sont les solutions de persistance? C'est là que le bas blesse, est blessé en tout cas il y a quelques temps. C'est le principal problème qu'on a rencontré, c'est avoir une solution fiable, on va dire, et pérenne sur la persistance des données. Parce que la solution générique de Docker, c'est monter un volume sur le host, et voilà. Donc dans le cas d'une plateforme
où vous avez plusieurs hosts, ça veut dire que votre container doit redémarrer toujours, doit être démarré toujours sur le même host. Donc c'est une contrainte stupide pour ces plateformes-là. Mais maintenant, voilà, il y a des solutions avec Kubernetes, par exemple. Sur Google Cloud, il vous crée le disque persistant et il le rattache automatiquement au host. Donc ça, c'est une bien meilleure solution. Mais pour nous, en tout cas, ce n'est pas suffisant. Parce que ce genre de file store, alors ouais, je suis bien avec mon tableau, mon tableau à 15 lignes et 4 colonnes. Donc je vais juste vous parler du contenu en quelques mots. Donc ça, c'est tiré de la doc Kubernetes. Et ça vous décrit les types de plugins pour persister vos volumes. Enfin, ce sont des volumes plugins. Donc, vous en avez un gros paquet. Donc ça va de AWS Block Store, Azure File, CFFS, Cinder, Flocker, Google Cloud Persistent Disk, Gluster FS, ISCSI, NFS, blablabla. Donc tous ces volumes plugins ont des caractéristiques différentes. Ce sont les colonnes. Et les caractéristiques, c'est est-ce que je peux lire, plusieurs nodes peuvent lire ce volume. Donc ça, tout le monde le fait, c'est facile. En read only, hein, bien sûr. Non, la première colonne, c'est read write once. Ça veut dire qu'une node peut lire et écrire sur le disque, une node à la fois. Facile. Read only many, ça veut dire que plusieurs nodes peuvent accéder au même volume. Donc ça, il y en a un peu moins déjà. Et nous, ce dont on a besoin, dans le cas d'Artifactory, c'est read write many. Donc là, c'est plus compliqué, parce que là, ça veut dire des systèmes de locking, etc. Et là, du coup, on se retrouve avec plus que quelques choix. Et l'un de ces choix, c'est NFS, le bon vieux NFS. Donc, on est parti là-dessus. Alors, le problème du NFS, donc pourquoi on l'utilise là, c'est parce qu'il propose un système de locking qui permet de faire ses accès concurrents. Mais le problème, c'est évidemment qu'on doit monter, déjà qu'on doit configurer le NFS et le monter sur chaque host. Donc ça, c'est censé être géré par les plugins qu'on utilise, mais ça rajoute une complexité supplémentaire. Et surtout, alors le retour qu'on a eu de tous nos clients, c'est ouais, vous êtes bien gentil, vous nous proposez de la haute dispo sur les couches hautes, et puis le file store, c'est du NFS tout simple. Mon NFS, s'il casse ou s'il y a un problème réseau, bah, voilà, ça ne me sert plus à rien. Donc c'était un problème. On va voir comment on a résolu ce problème. Dans le genre problème très technique et très ennuyeux, il y a le fameux problème des permissions quand on monte des volumes Docker. Donc ceux qui en ont fait savent de quoi je parle, je pense. Donc le problème est très simple, c'est que à l'intérieur du conteneur, vous utilisez un user particulier pour lancer le conteneur. Il accède des volumes donc à l'intérieur de son conteneur, mais qui sont montés depuis le host. Et sur ce host, le user n'a pas les permissions sur le volume monté. Donc on se retrouve avec des problèmes cannot read, cannot write, etc. Donc voilà, sur Stack Overflow, il y a 2 ans, puis bon, voilà, ça c'est la réponse en quelques lignes des options pour y arriver, avec des multiples updates en fonction des versions de Docker. C'est un truc assez fatigant quand on tombe sur ce genre de problème, qui surtout, le plus fatigant, c'est de ne pas trouver immédiatement la solution. Alors, on a plusieurs options en fait. Donc je vais passer sur les premières, qui sont des solutions qui nécessitent de manipuler les users sur le host, enfin de créer les users, donc mettre les mêmes UID, JID qui sont dans le conteneur, enfin bon, ce genre de solution. Il y a une solution plus dynamique, c'est de tout faire à l'intérieur du conteneur. Créer le user, attribuer les permissions. Donc quand vous êtes dans le conteneur, bon, par défaut en Docker, vous êtes en route, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, et ensuite par contre vous lancez donc l'exécutable vraiment de votre conteneur, vous le lancez avec le user qui va bien. Donc ça, par exemple, Redis le fait, enfin, il y a plein d'images qui sont basées sur ce principe-là.
Ça a le mérite de pas dépendre de manip préalable sur le host. C'est assez facile pour démarrer. Après, dans les petits problèmes qui ne sont pas des problèmes vraiment génériques que vous rencontrerez, ce sont nos problèmes à nous. On est un éditeur commercial, donc on a des licences. Et une chose toute bête, c'est qu'une node ne démarre pas sans licence. Enfin, en tout cas, en Artifactory 4. Bon, voilà. Donc ça pose un certain nombre de soucis sur ces plateformes où vous démarrez et arrêtez des nodes sans arrêt. Et puis il y a le mode Phoenix. Donc le mode Phoenix, on l'a vu chez Netflix. Enfin, ils en parlent, ils documentent ce genre de choses. Mais c'est différent quand vous le vivez, puisque ce sont des clients. Donc ils nous font ce genre de choses où de temps en temps, ils s'amusent à détruire des nodes. Mais genre volontairement, pour voir si ça marche, quoi. Et les recréer. Donc ça, ils le font à la volée, de temps en temps, comme ça. Donc nous, on s'est aperçu que ça ne se comportait pas très bien. Donc il y a le problème des sticky sessions. Donc les sticky sessions, pour ceux qui font du web, c'est le fait de dire qu'au niveau du load balancer, tu vas me rediriger les requêtes avec telle session sur toujours la même node qui est censée avoir ta session. Du coup, quand il y a une node qui pète, le balancer dit bon, je vais te rediriger sur celle-là là-bas, qui est disponible, mais ta session, elle n'est plus là. Du coup, au niveau des requêtes UI, tu n'es plus authentifié. Le symptôme est un peu violent pour l'utilisateur. Bon, c'est un problème mineur puisqu'on n'a pas énormément de requêtes UI en fait au niveau d'Artifactory. Et puis il y a la pollution avec ce système de mode Phoenix où on supprime, recrée à la volée. Nous, on a une registrie dans notre base de données des nodes et on se retrouve avec des tartines de nodes qui ne servent à rien en fait. Alors, Artifactory 5, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on se peut se dire, bon, le plus simple les gars, c'est on arrête tout, on prend un an, on fait un nouveau produit, on l'appelle Artifactory 5. Et ce sera des microservices, mais ce sera génial. On va mettre du Redis, on va mettre du Mongo, non pas du Mongo, on va mettre Elasticsearch, machin, ouais, c'est génial. Mais le problème c'est qu'on a un historique de clients assez important. Et leur dire, bon en fait pour migrer vers Artifactory 5, en fait vous allez devoir exporter ça et puis le réimporter. Donc on a dit non. En fait on va plutôt faire des adaptations, quitte à ce que ça ne soit pas la solution parfaite. Mais au moins on avance. Et on sait qu'on va avancer avec un maximum de personnes. Donc quelques adaptations. Plus de sticky sessions, ça veut dire les distribuer. Donc pour nous, comme on utilisait Hazelcast, on s'est dit qu'on allait les distribuer avec Hazelcast. Donc c'est relativement simple avec Hazelcast. Globalement, c'est une bonne librairie, mais qui nous apporte des contraintes un peu difficiles. Donc, deuxième point, on se dit, ouais, Hazelcast, et puis après on dit moins d'Hazelcast. Mais pourquoi? C'est un peu contradictoire. En fait, on essaie de l'enlever progressivement. Donc, on est dans un mode maintenant, il y a des versions d'Artifactory où on peut choisir de ne pas utiliser du tout Hazelcast et de souffrir du problème des sticky sessions potentiellement. Mais au moins, on est plus libre vis-à-vis des problèmes dont j'ai parlé au niveau d'Hazelcast, problèmes de réseau. Et donc Hazelcast propose un système de lock distribué, donc qui est assez puissant, qui permet de synchroniser donc plusieurs JVM. Du coup, on le fait nous-mêmes. On a fait notre propre système de lock qui se sert, il faut bien un point central. Hein. Donc le point central, c'est la base de données. On se sert bêtement de la base de données. On a notre propre table de lock où on gère nous-mêmes nos accès concurrents comme ça. Pour éviter les problèmes de licence qui doivent être déjà là avant de démarrer les nodes, on gère ça niveau applicatif. On a implémenté notre propre gestionnaire de pool de licences. Une node démarre, elle va demander au pool. Toutes les nodes en fait partagent un pool de licences, donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. La grosse amélioration, c'est se débarrasser du NFS. Donc
qui dit se débarrasser du NFS, ça veut dire vraiment réimplémenter un système de fichiers distribué finalement. Et la contrainte dans tout ça, c'est upgrader de façon transparente. Ça veut dire que l'utilisateur, il télécharge une nouvelle version, ça se met à jour et la vie est belle. Je parle un peu du NoNFS parce que c'est un travail assez impressionnant que l'équipe a fait. En fait, ils se sont dit, on va simplement utiliser ce qu'on avait déjà. On avait déjà un système de hiérarchie de providers de binaires, en fait, qui dit va d'abord chercher dans le cache, puis va d'abord chercher, et puis ensuite va chercher sur le file system, et puis va chercher sur S3, par exemple. Ils l'ont adapté pour en faire ce système de gestion de fichiers distribués, qui est résumé avec ce schéma-là, qu'on ne voit pas très bien, donc je vais l'expliquer. Quand une requête arrive sur la node 1, c'est extrêmement simple, il va chercher dans son cache, il va chercher sur son file system local, s'il n'y est pas, il fait un simple appel REST, parce qu'il a une connaissance du cluster, il va faire un simple appel REST sur une autre node, et essayer de le trouver, et le récupérer, et le streamer. Et inversement, donc pour un cluster à 2 nodes, voilà, c'est assez simple. Et on fait pareil pour 3 nodes. Après, il y a des mécanismes plus avancés dont je ne parle pas, de la redondance, du rebalance, enfin, maintenir une balance des fichiers entre les nodes, enfin, plein de choses assez sympathiques qui sont assez, comment dire, c'est quelque chose de très coûteux à implémenter, mais en l'occurrence pour nous, monter ça au niveau applicatif et pas dépendre d'une solution tierce dédiée, c'est un luxe qui est, ça n'a pas de prix parce que les clients, maintenant, on leur dit pas utilisez Gluster, utilisez je ne sais quoi, on leur dit voilà, utilisez Artifactory 5, ça va fonctionner. Et puis on ne dépend pas de la plateforme de déploiement. Alors quelques leçons au niveau de ces adaptations, des leçons d'ordre général. Si vous avez à faire ça et que vous démarrez, la première leçon, c'est stateless. Essayez de rendre vos nodes les plus stateless possibles. Stateless, ça veut dire simplement que votre node, vous pouvez la tuer et la recréer, donc votre instance, ça peut être un exécutable, ça va être un simple shell, qui, du coup, quand vous le relancez, il n'y a pas d'effet de bord, il ne se base pas sur un état, sur le disque ou ce genre de choses. Ces nodes sont stateless. Le problème de l'état, vous le laissez à d'autres. Donc en l'occurrence, dans notre architecture, là, c'est le laisser à la base de données. Donc faire des locks, par exemple custom, on s'est basé sur la base de données. Pour les licences, c'est pareil. Pour les fichiers de conf, on se base aussi, on essaie de migrer un maximum de choses en base de données. C'est comme ça en tout cas qu'on évite les frictions, on évite les problèmes de volume persistant pour des petites choses finalement. Et puis bon voilà, il y a des services de type RDS, enfin des bases de données qui sont gérées pour vous. C'est vraiment assez pratique. Déplacer un maximum de choses sur la couche applicative. Par exemple, je pense à une chose très, très simple, ce sont les health checks. Health check, c'est savoir que votre service est disponible ou pas. C'est aussi, donc ça c'est implémenter votre health check, c'est aussi demander à notre service s'il est là ou pas. Si vous ne le faites pas niveau applicatif, le simple fait, par exemple, vous démarrez votre application, elle s'attend à avoir une base de données. Cette base de données n'est pas disponible. Votre application s'arrête. Ça, c'est pas possible dans ce monde des plateformes ou d'orchestration, où vous avez différents ordres de lancement et ça peut démarrer de manière un peu décalée, ce genre de choses. Vous ne contrôlez pas ça, donc le mieux, c'est d'implémenter votre propre health check. Vous attendez, vous faites de temps en temps des pings, savoir si c'est là, et puis vous démarrez quand c'est bon. En fait, ça facilite la vie de tout le monde, en fait.
de l'implémenter au niveau applicatif. Et la leçon numéro 1, pour nous en tout cas, c'est que le on-prem, ça vous double le travail au minimum. Ça veut dire penser à tous les upgrades possibles, enfin, comment les clients partent d'une configuration, à tous les types de configurations initiales. Il faut penser à tout. C'est un travail assez important. Les communications interservices, bon, c'est un peu un détail, mais c'est toujours bon de le rappeler. Dans ces systèmes-là, surtout dans les microservices maintenant, vous avez ce besoin de référencer les services. Donc le plus simple finalement, c'est via un bon vieux DNS. Donc vos services sont accessibles via un nom, et puis voilà, vous êtes référencé par nom et pas par IP. C'est bête comme chou. Mais sinon, il y a des outils dédiés qui font plus de choses, de type console, qui sont des registries de services. Et là-dessus, Spring Cloud et d'autres ont des librairies qui intègrent ces notions-là, ces services-là de manière transparente. Et si vous devez partir de zéro, c'est ce genre de choses qu'il faut utiliser, je pense. La leçon numéro 1, s'il y en a une à retenir, c'est plus de DevOps. DevOps, dans l'occurrence là, c'est ce que j'appelle la DevOps, c'est la définition, c'est la collaboration, je veux dire, dès le départ des admin systèmes, des réseaux et systèmes sur votre application. Donc c'est les faire déployer dès le départ, et plutôt que le faire un peu plus tard, leur dire tiens, déploie-moi ça, mon appli elle est prête. C'est trop tard, parce que adapter trop tard, nous en l'occurrence on l'a fait trop tard parce qu'on ne devinait pas l'avenir, on a bougé en fonction des évolutions technologiques. Mais si vous partez dès le départ maintenant, intégrez les personnes chargées du déploiement dans le cycle de développement. Et plutôt que faire du support, de la documentation pour les upgrades, ce genre de choses, remplacez ça par du développement. C'est quelque chose qui, finalement, rapporte sur le long terme. Alors pour nous, la prochaine étape, c'est passer aux microservices. Pareil, un tableau complètement illisible. Donc ça, c'est tiré du livre DevOps Handbook. Donc il y a une classification des monolithes. Il y a le monolithe, basique. Il y a modular monolithe, donc c'est un monolithe avec des modules plus clairs, plus découplés. Et il y a les microservices. Donc nous, on est un peu entre les deux, là, on est au modular monolithe. Et pour passer sur les microservices, on fait ce qu'on appelle, pour l'instant, en tout cas, on part sur une approche où on fait le microservice de 3, c'est-à-dire qu'on embarque un petit microservice dans la web app. Donc pour nous, c'est un autre WAR. Et on communique en REST dans l'intérieur de notre appli principale. Ça peut paraître comment dire, coûteux, bon, en l'occurrence, ce sont pour des petites choses. C'est pour de l'authentification, en l'occurrence. Ensuite, progressivement, on va le sortir en appli dédié. Et le fait de l'avoir déjà intégré, ça vous assure déjà une bonne confiance en votre... et ça prépare à la migration. Toujours la même idée de faciliter la migration. Et ce qu'on a en tête et ce qu'on fait sur d'autres applis, c'est ce type d'architecture microservice où nous, on est très field working queue, donc message queue qui sont interrogés par des workers. Donc là, on utilise beaucoup RabbitMQ. Donc les workers, leur seul boulot, c'est d'aller chercher dans la queue, faire le traitement et renvoyer le résultat dans une autre base de données. Et ça continue comme ça. On peut multiplier la chaîne comme ça. Le gros intérêt de ces architectures-là, c'est qu'on peut scaler très finement. On peut augmenter le nombre de workers, on peut augmenter le nombre de queues. C'est aussi le fait de découpler, ça c'est les queues en général, ça vous permet avec cette approche par événement, d'éviter de coupler les services. Si vous communiquez directement de microservice en microservice, vous les liez un peu trop fortement. L'approche, c'est avec Queue, ça vous rajoute un intermédiaire qui découple un peu. Vous êtes libre après de changer les microservices dédiés sans tout casser. Mais bon, le gros
problème de ces approches, c'est la logistique. Alors là, vous n'y coupez pas, vous avez une multiplication à tous les niveaux. On commence par Git, on multiplie les repos Git, on multiplie les builds Jenkins, on multiplie tout. Et en prod, sans logging, sans outils de monitoring, sans ces plateformes, on ne s'en sort pas. Donc pour le packaging, donc la prochaine étape, on est en mode microservice. Maintenant, comment on le livre au client? Là est la question. Nous, on est parti sur une approche Docker Compose classique. C'est un peu moins classique parce qu'on fait du Docker dans Docker. C'est-à-dire qu'on leur donne un script bash où le prérequis c'est Docker. Le script fait juste lancer un Docker Run avec l'installeur qui lui va encapsuler Compose et tout ce qu'il faut. Donc c'est lui qui va faire les commandes Docker Compose Start, Stop, ce genre de choses. Ça évite au client de connaître Compose, ça évite. On se réserve plus de liberté aussi pour écrire des scripts intermédiaires qui font des choses, de la migration, ce genre de choses. Ah oui, ça c'est une petite vidéo, ouais. Ça résume assez bien je crois que le titre, j'avais vu ça dans un tweet, je crois que le titre c'était Docker Compose en production. Donc c'est un peu ce genre d'acrobatie. Et pour remettre les choses en perspective, la première question qu'on a eue quand on a livré ces applications avec Docker dans Docker, etc., super, c'est quand est-ce qu'on a des packages RPM et Debian. Donc tout ça pour dire que on a tout type de... Voilà, on peut avoir des clients qui tiennent vraiment à leur déploiement classique, donc il faut aussi penser à eux. Et voilà, ça rajoute une complexité supplémentaire. Alors les packaging futurs, 5 minutes. Je vais garder une petite place pour la démo. Les packaging futurs, c'est packagé pour ces plateformes d'orchestration type Kubernetes Mesos. Ils ont, ça tombe bien récemment, implémenté des formats pour cela, des packages. Donc il s'appelle, pour Kubernetes, c'est Shards Helm. Je vais décrire celui qu'on a, je vais le montrer un peu pour voir de quoi ça a l'air. Et le challenge, c'est de livrer ça au client, dire, ben voilà, vous avez votre Shards Helm pour Artifactory, vous avez votre Shards Helm pour Jenkins, et vous pouvez, en très peu de temps, faire par exemple ce CI/CD à la demande, self-service. C'est un besoin qu'on voit de plus en plus dans des grosses entreprises. C'était le but de la démo, là je vais en montrer quelques aperçus. C'est de se dire, j'ai une nouvelle équipe, je veux qu'elle arrive avec un GitLab, un Artifactory, un Jenkins par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent chez les gros clients. Avec ce genre de plateforme, ce serait parfait. C'est aussi notre cas d'utilisation nous en interne pour faire de la QA. On dit il nous faut déployer donc en self-service, le QA manager ou la personne chargée de la QA veut déployer un Artifactory, un X-Ray, enfin tous nos produits et les tester. Je vais vous montrer rapidement. Ouais, je vais d'abord faire la démo quand même. J'ai 5 minutes. Le problème, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose. Vous y voyez quelque chose ou c'est moi? Si, vous y voyez? Donc c'est moi, je n'y vois rien du tout. C'est pas très centré, ça. Ouais, ce que je vois sur mon écran n'est pas du tout ce que je vois là. Bon. Là, pour ma petite démo que j'avais prévue, je dis que j'avais prévu parce que voilà, j'ai plus de temps pour la faire. Mais c'était de vous déployer exactement ça. Donc, un Artifactory et un Jenkins. Donc ça, c'est sur Google Cloud. Donc, je ne suis pas Google développeur advocate comme Guillaume. Mais pour le coup, là, j'ai utilisé Google Cloud parce que c'est l'intégration Kubernetes
comme par hasard, et extrêmement simple, enfin, je trouve, pour quelqu'un qui a démarré dessus il y a quelques semaines. Et donc l'UI, ils ont pas mal bossé sur l'UI qui est relativement simple. Donc on voit, on peut voir toutes nos nodes du cluster. Alors si je clique, la question est-ce que j'ai dit oui, mais voilà, bad gateway. Alors il faut savoir que il faut qu'il y ait un proxy qui tourne. C'est le moment de sortir sa feuille. kubectl proxy évidemment. Ok, il va être sur le Ready News. Donc ça veut dire que j'ai pas de réseau tout simplement. Okay. Bon voilà, elle était bien cette démo. Hein, non. Non, attendez, j'ai une solution. Déjà, est-ce que j'ai le réseau? C'est la question. Bon, j'ai le net. Donc ça veut dire que c'est mon proxy qui déconne. Donc on va le relancer, on va le killer. Hein. Oui, il a l'air d'être lancé. Ah, mais il est là, mais oui, c'est lui là. C'est lui qui est perdu quand le petit proxy il est perdu quand on change de connexion. Oui. Ah, timeout. Non, vraiment, elle était géniale cette démo. Donc, non, je vais vous montrer juste, si je peux. Ouais, ça marche. Donc, je vais vous montrer juste l'idée derrière. J'en ai pour 5 secondes. Je vous montre juste le job Jenkins. Donc, vous êtes familier avec Jenkins. Là, il y a une intégration forte avec Kubernetes. Donc, il va vous provisionner un slave à la volée sur Kubernetes. Et vous allez exécuter votre build là-dedans. Et là-dedans, il se trouve que pour le fun, j'avais fait un build qui build une image Docker. Donc voilà, pour complexifier un peu les choses. Et je l'ai poussé sur Artifactory. Donc c'est quelque chose qui, au final, est relativement simple compte tenu de la complexité de la chose et de tout ce qu'on a derrière. Donc ça se lance simplement avec un helm install. On installe simplement le package. C'est vraiment une ligne de commande. Et ça provisionne pour vous tout ce qu'il faut au niveau du cluster Kubernetes. Si je fais ça, si j'ai du réseau, voilà, on voit que j'ai mon Artifactory. On voit rien. Voilà, on voit que j'ai mon Artifactory et mon Jenkins qui tournent. Donc tout ça, c'est uniquement avec une simple ligne de commande qui est helm. Donc là, c'est delete, mais oui, allez, hop, je le delete. Je n'ai plus à ça après. Donc, je le delete et après je l'installe avec helm install Artifactory. C'est un package qui comprend tout, un Nginx, un Postgres, un Artifactory, et ça fonctionne. Je vais devoir m'arrêter parce que la police m'a dit d'arrêter. Donc, en conclusion, vous avez de la chance si vous n'avez pas de on-prem, si vous avez du SaaS, enfin si vous maîtrisez l'environnement de déploiement, vous êtes chanceux, profitez-en. Utilisez-le pour, par exemple, utiliser Kubernetes, ce genre de plateforme. Ça vous facilitera la vie pour faire du rollback, du blue-green deployment, du canary deployment, du self-service, mais c'est la fête. Vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Même si c'est dur à faire bouger dans votre entreprise, profitez de ce luxe-là. Merci.